Hi everyone, I'm Glenn Deason and Bonjour à tous, je suis Glenn Deason et aujourd'hui je suis rejoint par Ray McGovern, analyste en renseignement de la CIA pendant 27 ans et également ancien président des estimations nationales de renseignement qui préparait les briefings quotidiens pour le président. C'est bon de te revoir, Ray. Ça fait un moment. It's good to see you again, Ray. It's been a while. Merci, Glenn. Well, I want to ask you about Trump and the deep Eh bien, je veux vous interroger sur Trump et l'État profond, parce que Trump veut évidemment un changement radical dans la politique étrangère des États-Unis. Exactement ce qu'il veut faire, je pense qu'il y a encore des débats à ce sujet, mais au moins il veut de grands changements, et il est difficile de faire de tels changements énormes. Et je suppose que ce n'est pas un grand secret, qu'il y a une bureaucratie permanente, un blob, un État profond qui est généralement la référence à la structure, au financement ou simplement au réseau qui empêche plus ou moins le type de changement que Trump recherche. Je voulais juste poser une question sur la façon dont vous le voyez tenter de déraciner l'État profond, en particulier avec les ONG. Je trouve cela assez fascinant. Les dépenses de l'OSS, l'aide pendant 90 jours pour les examens, et pas seulement les ONG, qui se trouvent être encore une fois des organisations non gouvernementales financées par les États et souvent étroitement alignées avec les communautés de renseignement. Mais beaucoup d'attention a été particulièrement portée à l'USAID. Certains voient cela comme une attaque contre une organisation d'aide altruiste, tandis que d'autres considèrent l'USAID comme une institution pour que la communauté du renseignement détourne la société civile d'autres États. Je me demandais, comment interprétez-vous cette situation avec l'USAID et les autres aides qui sont réduites? Eh bien, Glenn, tu poses toujours de bonnes questions. Laisse-moi voir si je peux en aborder certaines. L'État profond, eh bien, ce n'est plus un secret pour personne. Il fut un temps, il y a peut-être environ 15 ans, où même mes anciens collègues de la CIA disaient « État profond, tu crois à ces trucs, n'est-ce pas ?» Il y a donc une résistance naturelle de la part des gens qui pensent être au courant et qui réalisent ensuite qu'ils en ont fait partie pendant tant d'années. Laisse-moi commencer par Vladimir Vladimirovitch Poutine, ton vieil ami que tu as rencontré plusieurs fois à Moscou. Il l'a formulé ainsi. Il a dit « Vous savez, j'ai traité avec à l'époque, trois présidents des États-Unis. Et ils arrivent tous au pouvoir en disant de bonnes choses sur le désir d'avoir des relations décentes. Et puis tout d'un coup, dans la pièce arrivent ces hommes avec des mallettes, des lunettes noires et des costumes sombres, exactement comme celui que je porte, dit Vladimir Poutine. Et ils lui disent ce qui est en haut, et puis tout change. Donc c'est vraiment difficile de croire qu'un nouveau président puisse faire quelque chose de différent. Eh bien voilà. Je veux dire, nous n'avons pas besoin de Poutine pour nous le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le réalise. Et donc, il fait de l'ombre au président, parce qu'ils sont vraiment entravés par ce qu'ils considèrent comme leurs contraintes imposées par l'État profond, en ce qui concerne les dépenses militaires, le renversement d'autres gouvernements, toutes sortes d'autres choses. Vous savez. Et quand vous mentionnez l'USAID, eh bien c'est vraiment simple pour les gens de comprendre dans quoi ils ont été impliqués et comment leur budget est passé, je pense, de 17 milliards de dollars à maintenant 41 milliards de dollars l'année dernière. Eh bien il doit y avoir un canal pour financer les ONG et d'autres organisations qui essayent de renforcer par exemple les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'Occident. En 2013-2014, lorsque le coup d'État a eu lieu à Kiev, Bob Parry, mon mentor en journalisme, a découvert qu'il y avait pas moins de 53 ONG ou organisations non gouvernementales très actives en Ukraine. Que faisaient-elles? Eh bien, selon Victoria Nuland, la secrétaire d'État adjointe aux affaires européennes à l'époque,
elles aidaient à satisfaire les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'Occident à hauteur de 5 milliards de dollars. Milliards de dollars. Donc elles finançaient ces personnes, dont certaines ont renversé le gouvernement en février 2014, seulement 3 mois plus tard. Et donc, vous avez besoin d'un moyen pour financer ces choses. Le National Endowment for Democracy était très clairement le successeur de l'équipe d'action clandestine de la CIA, ceux qui financent ce genre de choses, ceux qui renversent les gouvernements, etc. Eh bien, puisque la CIA ne finançait pas ces choses de manière clandestine, il fallait un certain type de véhicule pour acheminer cet argent à ces personnes. Et c'était l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, bien sûr. Maintenant, cela a été conçu en des termes en fait très agréables. Il s'agissait d'aider les pays émergents à avoir les ressources dont ils ont besoin d'un pays très riche comme le nôtre pour les aider à se développer. Et cela a commencé de manière très modeste et très importante. C'était une partie du département d'État, ce qui est logique, et je pense qu'il est en train de redevenir une partie de celui-ci. En d'autres termes, il ne devrait pas y avoir une agence distincte, finançant, fournissant et promouvant des choses qui relèvent vraiment du département d'État. Donc, pour en venir aux faits concrets, que découvrons-nous à propos de l'USAID qui a maintenant été coupé? Oh mon Dieu! Les journaux grand public en Ukraine, tous, sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs employés, leurs éditeurs et leurs écrivains. Pourquoi ne peuvent-ils pas les payer? Eh bien, parce qu'ils recevaient tout cet argent de l'USAID. Alors, quand vous pensez à la presse ou aux médias indépendants à Kiev, voyons. Vous parlez d'un média entièrement financé par l'USAID. Donc, eh bien, c'est un peu transparent maintenant, n'est-ce pas? Parce que le financement a cessé, et maintenant, que faites-vous? Que faites-vous? D'accord. Quoi d'autre? Oh, eh bien, certaines personnes qui ont consulté les sites web de l'USAID découvrent des choses comme ça. La Géorgie. Maintenant, je ne parle pas de l'État de Géorgie aux États-Unis. Je parle du pays de Géorgie, là-bas sur la mer Noire, qui faisait partie de l'Union soviétique. Maintenant, c'est un pays indépendant, mais il aspire à rejoindre l'Occident, tout comme l'Ukraine l'a fait, n'est-ce pas? Et il est soumis à une révolution de couleur, tout comme l'Ukraine l'a été, tout comme la Syrie l'a été. Alors que voyons-nous sur le site web de l'USAID? Eh bien, il y a une subvention, ici, 26 490 000 $ au consortium pour le renforcement des élections et des processus politiques dans le pays de Géorgie. Wow, 26 millions, hein? Est-ce que c'est financé par l'Agence pour le développement international? Wow, description de ce projet, activités sur les élections et les processus politiques en Géorgie. Voilà, vous savez, plus de 26 millions de dollars. Maintenant, malheureusement pour l'USAID, ils n'ont pas réussi la dernière fois. En d'autres termes, la plupart des personnes au pouvoir en Géorgie résistent encore à ce genre de choses. Et quand ils résistent à ce genre de choses, comment sont-ils appelés? Oh, ils sont pro-russes. Ils sont pro-russes. Eh bien, donnez-moi une pause. Il y a quelque chose entre succomber à ce genre d'influence et être pro-russe. C'est être pro-indépendant. Et à leur crédit, les personnes en Géorgie, qui sont vraiment au pouvoir, ont jusqu'à présent réussi à repousser ces 26 millions de dollars d'encouragement pour que la Géorgie rejoigne l'Occident. Vous savez, regardez où se trouve la Géorgie sur la carte, hein? Vont-ils faire partie de l'OTAN? C'est assez loin de l'Atlantique Nord, je dirais. Donc, tout cela est très très louche. C'est très mal compris par les citoyens américains ordinaires. Parce que même lorsque la presse ukrainienne se plaint si fort qu'elle ne peut plus fonctionner parce qu'elle n'est pas payée par les États-Unis, les gens ne comprennent toujours pas. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien, cela signifie que vous avez été nourri d'une histoire provenant de sources ukrainiennes, payée par les États-Unis, qui revient aux États-Unis et informe non seulement l'opinion publique, mais j'ose dire, et c'est un choc, les évaluations des renseignements. Je vais juste terminer avec ça, Glenn. Début juillet 2023, donc il y a 1 an et demi, le chef de la Central Intelligence Agency, William Burns, a déclaré que l'armée russe et Poutine avaient déjà perdu en Ukraine. L'armée russe s'est révélée inefficace aux yeux du monde entier. Maintenant, il a dit cela le 2 juillet, si ma mémoire est bonne. Moins de 2 semaines plus tard, le président Biden s'est levé, il se trouvait à Helsinki, et il a dit « Pas de souci, Poutine a déjà perdu en Ukraine. » Début juillet 2023. D'où tirait-il cette information? Eh bien, vous savez ce que j'ai découvert. J'ai appris que Bill Burns, directeur de la CIA, lorsqu'il a fait ses remarques, venait juste d'être à Kiev. Et il a parlé non seulement aux médias là-bas, mais aussi à Zelensky et à d'autres personnes. Ce n'était pas un voyage secret 10 jours avant qu'il ne fasse cette remarque. Donc évidemment, Zelensky lui a dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur de la CIA, nous avons la situation en main. La Russie a déjà perdu, alors dites cela à votre président. » Bill Burns va voir le président et dit « Eh, Zelensky dit « Bonne nouvelle, la Russie a déjà perdu. » Et le président dit « Oh, c'est une bonne nouvelle. » Et il le proclame publiquement il y a 1 an et demi. Non seulement cela, un dernier petit fait ici. Cela concerne le renseignement, ce à quoi je me sens le plus proche. La chef du renseignement national jusqu'alors était une femme nommée Avril Haines. Sa réputation était qu'elle est une avocate intelligente. Elle a travaillé pour John Brennan. Et puis quand les collaborateurs de John Brennan ont eu des ennuis pour avoir piraté les ordinateurs du comité du renseignement du Sénat, vous savez, une violation des droits constitutionnels s'il en est, eh bien, elle est passée au Conseil de sécurité nationale et a supervisé une enquête sur ces personnes qui ont piraté les ordinateurs du Sénat au nom de John Brennan et les a déclarés non coupables. Juste une erreur. Juste. C'est bon. Voilà à quel point tout cela est insidieux. Alors Avril Haines arrive et elle devient la directrice du renseignement national pour Biden. Et que dit-elle? Maintenant, je parlais de juillet 2023. Ce qu'a dit Haines, Avril Haines, la directrice du renseignement national, ce qu'elle a dit en décembre 2022 était ceci. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Elle a dit publiquement, ne vous inquiétez pas, peuple américain, nous avons cela en main. La Russie est à court de munitions. Et pire encore pour eux, ils n'ont aucune capacité indigène de produire les munitions qu'ils perdent à tout va aux mains de ces courageuses forces ukrainiennes. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons la situation sous contrôle. Les Russes sont à court de munitions. Maintenant, je ne sais pas d'où elle a tiré cela, mais peut-être qu'elle l'a aussi obtenu de Zelensky. Maybe she got that from Zelensky as well. If Bill Burns got that from Zelensky in Si Bill Burns a obtenu cela de Zelensky en juin, juste avant de le dire au président en juillet, eh bien peut-être qu'elle a entendu Zelensky dire cela en décembre de l'année précédente. Voilà ce qu'est devenu la communauté du renseignement. En ce moment, aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a à peine 1 heure, la nomination de Tulsi Gabbard a été envoyée au Sénat en séance plénière par un vote strictement partisan de 9 contre 8. Et il semble que si tout se passe bien pour elle, elle sera confirmée comme la nouvelle directrice du renseignement national. Vous n'entendrez pas Tulsi Gabbard citer Zelensky, je peux vous l'assurer. Eh bien, rapidement sur ces ONG. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il est encore considéré comme une déclaration controversée, de souligner à quel point elles sont étroitement alignées avec les agences de renseignement.
Mais dans les années 80, il y avait beaucoup de renseignements, pas seulement des lanceurs d'alerte et des documents publiés, qui montraient qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Mais même les médias étaient assez ouverts à ce sujet, surtout dans les années 90, lorsqu'ils disaient très ouvertement que le NED, National Endowment for Democracy, et ses ONG font maintenant ce que la CIA devait faire secrètement. Donc ils ont l'avantage de se cacher au grand jour. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison sur le rôle de ces ONG avec l'Ukraine en 2014. Mais même une décennie auparavant, la Révolution des Roses en Géorgie en 2003 et la Révolution Orange en Ukraine en 2004. Les gens oublient qu'à cette époque, ces révolutions démocratiques que nous devions célébrer, il était obligatoire de les célébrer à l'époque, nous avions James Woolsey, ancien directeur de la CIA, qui dirigeait Freedom House, qui était l'une des ONG. Et maintenant, il est également au conseil d'administration du National Endowment for Democracy. Maintenant, au conseil d'administration du National Endowment for Democracy, vous avez aussi Victoria Nuland. Donc il n'y a plus de honte. Personne ne le cache vraiment non plus. Et encore une fois, tout cela a été fait très ouvertement. Je dois dire, parce que je commence un livre sur ces ONG, que c'est vraiment un moment décisif. Une fois que le robinet a été fermé, comme vous l'avez souligné, soudainement, 90% ou plus des médias ukrainiens ont perdu leur financement. Donc ils ont simplement imprimé ce qu'on leur a dit. C'était les médias indépendants. Donc c'est assez choquant. C'est aussi un phénomène courant. Les agences de renseignement diffusent cette information. Elles passent par le cycle médiatique, puis elles consomment leur propre propagande. À votre époque à la CIA, est-ce quelque chose que vous avez vu se produire, non seulement aux États-Unis, mais avec d'autres agences de renseignement d'autres pays? Eh bien, permettez-moi d'abord de parler de mes dernières années en service actif, pour ainsi dire, dans la communauté du renseignement. Mon patron était un homme nommé William Casey. Il était le directeur de la CIA à l'époque. Et par un coup de chance, j'ai obtenu le poste de briefer les principaux conseillers de Ronald Reagan, le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, l'assistant pour les affaires de sécurité nationale, le vice-président, et plus tard, nous avons ajouté le président des chefs d'état-major interarmés. Quelle mission merveilleuse c'était! En tête-à-tête, tôt le matin, sans aucune restriction sur ce que je dirais en tant qu'analyste expérimenté de la CIA, d'accord? Pourrais-je répondre aux questions? Si je connaissais la réponse, oui, je le pouvais. Si je ne connaissais pas la réponse, je l'obtenais immédiatement de ceux qui la connaissaient. Donc ce que nous avions là, c'était une situation où je voyais Bill Casey un matin sur deux. Nous travaillions en binôme. Donc un matin sur deux, je faisais cette tâche matinale au centre-ville, et puis nous revenions à 11h30. Casey voulait nous demander, vous savez, ce que pensaient ses principaux décideurs, co-membres du cabinet, pour l'amour de Dieu. Il était membre du cabinet. Grosse erreur. Quoi qu'il en soit, il voulait savoir comment ça s'était passé, n'est-ce pas? Donc par exemple, il disait quelque chose, et je disais, « Excusez-moi, Monsieur Casey, pourriez-vous parler plus lentement ?» Et mes supérieurs immédiats se faisaient dessus. Vous ne dites pas ça à Monsieur Casey, pour l'amour de Dieu, non, non, non. Quoi qu'il en soit, j'étais en quelque sorte perturbateur, parce que s'il ne disait pas quelque chose d'intelligible, il était célèbre pour ça. Je veux dire, les gens disaient qu'il n'avait pas besoin de machine pour étouffer sa voix. Alors je disais, Monsieur Casey, s'il vous plaît. Et puis il expliquait. D'accord. Donc pendant son mandat, ses activités d'action clandestine sont devenues si transparentes et essentielles. L'Amérique, en Angola, partout où il y avait une opportunité de jouer le type d'action clandestine de la Seconde Guerre mondiale, apparemment il était vraiment bon pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette mentalité ne l'a jamais quitté.
D'accord? Donc c'est devenu si transparent que les gens disaient « Hey, nous ne devrions pas faire ces choses ». Et donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer le National Endowment for Democracy. Oh, ça sonne bien, n'est-ce pas? C'était tellement transparent. Le personnel des actions clandestines à la CIA, l'argent qu'ils avaient a été donné au National Endowment for Democracy et bien sûr à l'USAID. Certaines personnes, j'étais encore un retraité récent donc je connaissais certaines personnes, ont également travaillé pour le National Endowment for Democracy. Donc c'était très transparent. Mais le National Endowment for Democracy ne pouvait pas recevoir 47 milliards de dollars, n'est-ce pas? Il fallait donc canaliser cela ailleurs. Et c'est ainsi qu'ils ont fait passer cela par l'USAID, dont Dieu sait ce qui va leur arriver maintenant. Maintenant, vous avez posé une autre question. J'allais parler de la façon dont cette opération de désinformation fonctionne. Et un cas récent est Tulsi Gabbard. Maintenant, c'est le comble de l'ironie qu'ils accusaient Tulsi Gabbard, qui est la candidate pour devenir directrice du renseignement national, d'être indulgente non seulement envers Poutine, mais aussi envers Bachar al-Assad. Maintenant, comme tout le monde le sait, Bachar al-Assad a monté des attaques au sarin depuis la Syrie, tué toutes sortes de personnes, et nous avons des preuves contre lui. L'a-t-il fait? Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi Tulsi Gabbard a-t-elle été accusée de cela? Dieu sait. Peut-être que ces sénateurs ne savent tout simplement pas où ils en sont. Mais la suprême ironie est survenue lorsqu'elle a été accusée de fricoter avec Bachar al-Assad, parce qu'avant de se rendre en Syrie, je pense que c'était en 2017, elle a eu la présence d'esprit d'écouter non seulement les services de renseignement qui disaient tous « Oh oui, bien sûr », c'était Bachar al-Assad qui avait fait cette attaque au sarin en dehors de Damas, le 21 août 2013. C'était Bachar al-Assad. John Kerry, le secrétaire d'État, l'a dit 35 fois lors d'un grand briefing qu'il a donné. On aurait pu penser qu'il se souviendrait de la maxime de Shakespeare sur le fait de trop protester. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment intéressant parce qu'elle a eu la présence d'esprit de chercher d'autres points de vue. Maintenant, elle savait qu'un professeur du MIT, il s'appelle Ted Postol, vous le connaissez sans doute, Glenn, un professeur de physique, a enseigné non seulement au MIT, mais aussi à Stanford et en Californie, et ailleurs. Vous savez, il a beaucoup d'expérience, très respecté. En fait, il a travaillé pour le chef des opérations navales en tant que conseiller principal sur les affaires techniques. Et cela vaut la peine d'être mentionné. Quand Reagan a eu l'idée de faire un ICBM qu'il a appelé le Peacekeeper, qui a été promu par Reagan et le département de la Défense, et Ted Postol, conseillant le chef des opérations navales, a examiné la physique, a regardé comment il était construit, et a dit à son patron, « Amiral, non seulement cela va pas fonctionner, mais cela va détruire beaucoup de gens ici même. » Et il a dit quoi? « Regardez, c'est de la physique, non? » Les principes de la physique, ils ne changent pas. J'ai examiné cette chose de près. Pourquoi ne pas la vérifier? Alors il l'envoie à l'agence de renseignement de la Défense. Et ils passent un mois et ils disent « Mon Dieu, Postol a raison. Nous ferions mieux d'en informer le comité des chefs d'état-major interarmés. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, 3 des 5 chefs d'état-major interarmés ont voté contre l'attribution de fonds pour cet ICBM. Première fois, seule fois à ma connaissance. C'était parce que Ted Postol a fait les calculs, a fait la physique, d'accord, et a persuadé ceux de l'agence de renseignement de la Défense qu'il avait raison. Ils ont conseillé le comité des chefs d'état-major interarmés. Ce missile a été annulé. Non seulement il ne fonctionnait pas, mais il représentait un danger pour les personnes qui le tiraient ou pour celles qui pourraient être à son point d'impact ici. Voilà le livre sur Ted Postol.
That's the book on Ted Postal. So what happens? Well, Alors, que se passe-t-il? Eh bien, Ted Postol est consulté par Tulsi Gabbard avant qu'elle ne parle à Bachar al-Assad. Et donc, elle a non seulement ce que la communauté du renseignement lui a dit, mais elle a aussi ce point de vue indépendant selon lequel, eh bien, ce qu'ils disent pourrait ne pas être tout à fait correct. Elle est donc accusée par les membres du comité du renseignement du Sénat de croire ce que Bachar al-Assad a dit, plutôt que ce que la communauté du renseignement a dit. Eh bien, c'est tellement faux à bien des égards. Je pense que cela vaut la peine d'être raconté, ça ne prendra pas très longtemps. Cela s'est passé le 21 août 2013. Immédiatement, 2 jours plus tard, John Kerry s'est levé et a dit, comme je le dis, 35 fois a fait cela. D'accord? Les preuves étaient très, très minces. The evidence was very, very scant. We watched it really closely and we found out. Nous l'avons suivi de très près et nous avons découvert par un contact au sein des chefs d'état-major interarmés, l'un de nos professionnels du renseignement vétéran senior pour la raison, qui était très bien informé là-bas. Il a découvert que les Britanniques avaient un échantillon du gaz sarin utilisé à l'extérieur de Damas, et ce n'était pas le même gaz sarin connu pour être dans l'arsenal syrien. Il a été fabriqué, il a été assemblé ailleurs. Maintenant, le chef de l'équivalent britannique du général Dempsey, en tant que chef des chefs d'état-major interarmés, a dit cela au Parlement britannique. Et le Parlement britannique, pour la première fois en 1700 ans, a voté contre la guerre. J'exagère, peut-être pas 1700, mais ils ont voté contre faire la guerre avec la Syrie. D'accord? Donc Obama savait tout cela parce que Dempsey le lui a dit. D'accord? Obama knew all this because Dempsey told him, okay? Not only that, but later, after non seulement cela, mais plus tard, après que tout cela se soit passé, Obama accorde des interviews approfondies à ce type Jeffrey Goldberg du magazine The Atlantic, qui n'est pas un libéral. Alors Obama dit, vous savez Jeff, je suis vraiment fier de ne pas avoir déclenché une autre guerre. Nous avions assez de guerres. Je ne voulais pas faire la guerre à la Syrie. Tous mes conseillers disaient que je devais le faire parce qu'ils avaient violé une ligne rouge en utilisant des armes chimiques. Je ne voulais pas le faire. Maintenant, non seulement j'ai entendu les Britanniques, mais j'étais très curieux. Pendant cette même période, durant la dernière semaine de 2013, j'ai eu droit à une visite inattendue et non invitée du directeur du renseignement national de l'époque, James Clapper. Il est juste entré pendant l'un de mes briefings habituels, et il est resté et a demandé si tout le monde pouvait quitter la pièce, car il avait quelque chose à dire au président. Et ce qu'il a dit au président Obama, c'est « Maintenant, président Obama, vous vous demandiez probablement pourquoi nous ne ferions pas une évaluation des renseignements sur cette attaque au sarin à l'extérieur de Damas le 21 août. » Eh bien oui, je me le demandais. Eh bien, nous ne l'avons pas fait parce que les preuves sont vraiment suspectes, vous savez. En fait, vos gens politiques ont publié une évaluation gouvernementale déguisée en évaluation de renseignement. Mais nous n'avons pas prouvé cela. Nous n'avons pas acheté cela. Et mes gens seront furieux si cela est décrit comme une évaluation de renseignement. Il suffit de dire, Monsieur le Président, et cela vient directement de la bouche d'Obama à Jeffrey Goldberg. Il suffit de dire, dit Clapper, eh bien, que l'affaire de la Syrie étant responsable de cette attaque mortelle au sarin n'est pas une certitude absolue. D'accord, vous avez compris, Monsieur le Président. Ce n'est pas un coup sûr. Maintenant, pour les plus jeunes téléspectateurs ici, un coup sûr, bien sûr, c'est au basket. Vous savez ce que c'est. Mais c'était un terme utilisé par le directeur de la CIA, totalement corrompu, George Tenet, le 21 décembre 2002, lorsqu'il faisait un briefing avec son complice John McLaughlin à Bush W. Bush et Cheney. Et le briefing s'est plutôt mal passé parce que la preuve des armes de destruction massive était considérée même par Bush et par Cheney comme assez insaisissable, n'est-ce pas? Et donc Cheney dit,
c'est tout ce que vous avez? Et Tenet saute du canapé et dit, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, les armes de destruction massive en Irak, c'est un coup sûr. Compris? Un coup sûr. Maintenant, comment je le sais? A slam dunk. Now, how do I know that? Because Condoleezza Rice Parce que Condoleezza Rice a dit au New York Times que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc elle est intéressée à se décharger de la culpabilité de tout cela. Mais c'est un fait, selon Condoleezza Rice, que ces deux clowns à la tête de la CIA ont dit au président Bush et au vice-président Cheney que la présence d'armes de destruction massive en Irak était une certitude. Avançons maintenant jusqu'en 2013. Lorsque l'attaque au gaz sarin a eu lieu en août 2013, voici James Clapper, directeur du renseignement national, entrant à la Maison-Blanche sans invitation et disant « Monsieur le Président, écoutez, je sais que John Kerry a dit 35 fois que Bachar al-Assad en est responsable. Nous ne voyons pas cette preuve. Sachez simplement, je ne sais pas comment le dire autrement qu'en disant « ce n'est pas une certitude absolue ». Maintenant, je n'invente rien. C'est ce qu'Obama a dit à son biographe non officiel, Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, n'est-ce pas? L'année dernière, avant de partir vers le coucher de soleil occidental, il voulait juste apparaître comme le maître de son propre destin. Et à son crédit, il a affirmé avec précision qu'il avait tenu tête à tous ses conseillers, d'accord? Et il ne l'a pas dit à Goldberg. Mais je sais que c'était en partie parce que les Britanniques avaient dit que ce n'était pas des stocks de sarin de l'armée syrienne. Et aussi parce qu'ils savaient que Clapper s'était faufilé et avait dit « pas une certitude absolue, Monsieur le Président ». Obama a donc fait le bon choix. Pourquoi est-ce si pertinent maintenant? Parce que les membres du comité du renseignement du Sénat accusent Gabbard de contester ce qui était le consensus au sein du gouvernement. Pas dans les agences de renseignement, mais dans le gouvernement. Et donc ils se sont complètement trompés. C'est le comble de l'ironie qu'ils utilisent cela contre Tulsi Gabbard, lui reprochant de chercher des conseils indépendants auprès de Ted Postol, de les obtenir et de ne pas être influencé d'une manière ou d'une autre pour croire de manière réflexe ce que les occupants actuels de la communauté du renseignement lui disaient. Je suis juste curieux maintenant de voir si elle sera confirmée par l'ensemble du Sénat. Les perspectives sont bonnes maintenant qu'elle a passé l'examen du comité du renseignement du Sénat, car elle pourrait faire la différence. En d'autres termes, je l'ai informée une fois quand elle était membre de la Chambre. Elle est aussi intelligente que possible. Elle pose les bonnes questions. Et vous savez, je pense qu'elle a un certain degré de force intérieure, de fibre morale, si vous voulez, sur certaines questions. Pas, malheureusement, sur l'Asie du Sud-Ouest. Mais cela suffirait. Mieux vaut un demi-pain que pas de pain du tout. Elle est vraiment bonne sur l'Ukraine. Elle sait où elle en est, et elle sait interroger les analystes du renseignement qui pensent se faire bien voir en disant à un président ce qu'il ou elle veut entendre. Oui, je trouve les efforts pour la présenter comme une marionnette d'Assad assez absurdes. Mais je pense qu'elle pourrait aussi avoir un rôle très important. Maintenant, je n'ai pas de fenêtre dans la tête de Trump, mais je pense qu'il doit être un peu préoccupé par le fait que la communauté du renseignement opère un peu trop indépendamment. Si nous revenons à l'élection de 2016, le Russia Gate, bien sûr, avait d'énormes composantes de la communauté du renseignement qui ont conspiré contre lui. Et puis, lors de l'élection suivante en 2020, nous avons eu l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, où les 50 anciens responsables du renseignement sont intervenus dans l'élection, entraînant une censure complète de l'histoire pour protéger Biden et s'en prendre à Trump. Donc oui, mettre Tulsi Gabbard dans cette position de chef du renseignement national serait assez extraordinaire.
Gardez à l'esprit que lorsqu'elle a critiqué Kamala Harris, ils l'ont mise sur une liste d'interdiction de vol, n'est-ce pas? Kamala Harris, they put her on a no-fly list, was it? And she even dared to speak Oui. positively about Elle a même Assange osé parler as, positivement d'Assange, c'est-à-dire ne pas vouloir qu'il pourrisse en prison. Donc c'est une personne très différente. Elle pourrait vraiment restaurer une partie de la fibre morale de la communauté du renseignement. Les pays ont besoin de communautés de renseignement. C'est juste qu'il semble qu'elles aient un peu déraillé en termes d'interférence dans le système politique. Et je pense que dans ce contexte, elle pourrait aussi être un instrument de l'état profond ou du blob pour empêcher tout changement significatif. Mais pensez-vous qu'elle puisse apporter des changements majeurs ou est-ce la même chose que vous avez commencé avec Poutine? Vous savez cette histoire. Une fois en fonction, elle devrait, vous savez, s'adapter aussi. Parce que jusqu'à présent, elle semble avoir des principes sur lesquels elle se tient, même si elle est confrontée. Eh bien, la plupart d'entre eux, elle semble les maintenir. Oui, elle est restée ferme sur Edward Snowden, refusant de le qualifier de traître. Je veux dire, elle aurait pu céder et dire d'accord, c'est un traître. Si vous dites que c'est un traître, c'est un traître. Donc elle a une certaine intégrité morale. La question est, qui sont les hommes avec les mallettes, les lunettes noires et les costumes chics comme celui que vous portez, Glenn, mais pas celui que je porte? Et des cravates, ils ont des cravates. Ils sont peut-être des partisans de Trump maintenant. Maintenant, est-ce mieux? Je ne défends pas Trump. Mais je dois dire qu'après avoir vu ce qui s'est passé quand les démocrates complotaient pour empêcher Trump d'être élu en premier lieu, et ensuite d'établir une relation décente avec les Russes en second lieu, je veux dire, ça ne peut pas être pire. Je veux dire, pourquoi le chef du FBI, James Comey, et le chef de la CIA, John Brennan, pensait-il pouvoir faire toutes ces choses illégales? Il vient d'être révélé que John Brennan a nommé 26 membres de l'équipe de Trump pour que des informations soient collectées par les Five Eyes, les 4 autres eyes, devrais-je dire. Parce que vous savez, nous ne sommes pas censés collecter des informations sur nous-mêmes, dans notre propre pays, ou sur nos propres citoyens. Alors laissons les Britanniques, ou les Australiens, ou les Néo-Zélandais, ou les Canadiens le faire. Je veux dire, mon Dieu. Alors pourquoi ces gars pensaient-ils pouvoir s'en tirer comme ça? Eh bien, la réponse est simple. James Comey a écrit un livre. Parfois, ils écrivent des livres, et parfois, ils font pas très attention à ce qu'ils disent. Il a écrit dans son livre, 2 ans après avoir été renvoyé, il a dit, vous savez, c'est une citation, d'accord. Je travaillais dans un environnement où j'étais sûr qu'Hillary Rodham Clinton serait la prochaine présidente des États-Unis. Point. Fin de citation. Eh bien maintenant, Glenn, si vous travaillez dans ce genre d'environnement, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour l'aider à le faire, devenir présidente, et ensuite vous n'allez pas être poursuivi. Vous pourriez devenir procureur général, vous savez, laissez-moi tranquille. Donc c'était une grande surprise pour tout le monde que Trump gagne. Et ça ne les a pas arrêtés. Ils les ont investigués à fond, comme vous le savez, et l'une des choses qui plaide en faveur de Trump pour les maîtriser, c'est qu'il a personnellement été l'objet de leur tendre soin, si vous voulez, leur surveillance, leurs dispositifs électroniques et tout ce genre de choses. Donc, s'il met les bonnes personnes en place maintenant, Tulsi Gabbard, j'oserais dire, est bien meilleur qu'Avril Haines, et cela si tant est que ce soit un compliment très faible. D'accord? Maintenant, qu'en est-il de Comey, ou de ce type, comment s'appelle-t-il, Wray, Christopher Wray, n'est-ce pas? Mon Dieu, ce sont tous des escrocs. Christopher Wray a menti aux tribunaux en disant que le FBI n'avait aucune information dans ses ordinateurs sur Seth Rich. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant Seth Rich, simplement pour dire
il était un jeune membre du personnel du Comité national démocrate qui avait accès à tous ces emails et toutes ces sortes de choses. Il a été assassiné le 10 juillet 2016. Les gens pensaient qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec la fuite de ces emails très compromettants pour Hillary Clinton, qui montraient qu'elle avait pratiquement volé. Elle et le DNC lui-même, le Comité national démocrate, avaient volé la nomination à Bernie Sanders. D'accord? Cela a été révélé par Wikileaks. Alors ils ont blâmé Wikileaks et la grande question était d'où Wikileaks a-t-il obtenu cette information? Ah, puis ils ont pensé, oh, ce serait bien. Disons que c'était les Russes, avec qui, bien sûr, eh bien, Trump est dans la poche des Russes, n'est-ce pas? Donc, on dira que c'était les Russes. Ils ont piraté l'information, l'ont donnée à Wikileaks pour que Hillary Clinton perde. Et c'est ce qui s'est passé. Eh, devinez quoi? Ce n'est pas ce qui s'est passé, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est que, et laissons Seth Rich de côté un instant, le soi-disant piratage des emails du Comité national démocrate n'était pas un piratage. Comment le savons-nous? CrowdStrike, la société de cybersécurité que James Comey, chef du FBI, dans sa sagesse a désigné pour enquêter, pour faire l'analyse des ordinateurs et serveurs du DNC, a dû témoigner sous serment le 5 décembre 2017 sur la façon dont les Russes, il a été demandé par Adam Schiff, le chef du comité, comment les Russes ont obtenu cette information, comment ont-ils piraté ces ordinateurs du DNC. Et il a commencé à dire, eh bien, et son conseiller l'a pris à part et a dit, et puis Sean Henry est le nom du gars, chef de CrowdStrike. Il a dit, eh bien, monsieur le député, il n'y a aucune preuve technique que les Russes ont piraté ces ordinateurs du DNC. En fait, il n'y a aucune preuve technique que quiconque ait piraté ces ordinateurs du DNC. Oh, c'est le gars qui a été chargé de faire l'analyse médico-légale. Que s'est-il passé? C'est une histoire intéressante. Comme je l'ai dit, c'était le 5 décembre 2017. D'accord? Adam Schiff, qui est ensuite devenu le chef du comité du renseignement à la Chambre, a gardé cela au fond de son coffre-fort, même si c'était non classifié, pendant 2 ans et demi. Finalement, un de ses collègues, Ratcliffe, qui est maintenant à la tête de la CIA, travaillait avec Trump pour s'occuper des affaires de la communauté du renseignement. Il a dit à Trump, écoute, tu peux faire publier ce témoignage si tu le veux. Je veux dire, vous êtes président. Et Trump a dit, ouais. Donc, ce que vous devez faire, c'est dire à Adam Schiff que s'il ne publie pas cette information, vieille de 2 ans, mais mieux vaut tard que jamais, vous le ferez. Trump dit, c'est une bonne idée. Alors appelons-les et disons-leur ça. Et ils l'ont fait. Et devinez ce qu'Adam Schiff a fait le lendemain. Il a publié l'information. Quand était-ce? Oh, c'était en 2020. Pour être précis, le 7 mai. Oh, n'est-ce pas intéressant? Comment l'ont-ils publié? Ils l'ont publié avec environ 53 autres documents sans importance. Mais la presse l'a raté. Donc la norme, la plupart des Américains, je dirais environ 85%, ne sont absolument pas conscients que cette affaire de piratage russe des ordinateurs du DNC est fausse dès le départ. Je déteste utiliser le mot faux parce que c'est ce que Trump a utilisé. Et je ne défends pas Trump, mais c'était le cas. Donc les gens ne savent pas ces choses. C'est donc à quel point c'est grave. Et que devrais-je en déduire d'autres? Eh bien, c'est juste que maintenant, nous avons un nouveau chef de la CIA. Qui est-ce? Ce type, John Ratcliffe, que je viens de mentionner, publiait ces autres choses et d'autres informations compromettantes, montrant par exemple que Brennan recrutait les autres Five Eyes pour déterrer des informations compromettantes sur Trump pendant la campagne. Je veux dire bonjour. Il va donc y avoir un bilan ici. Et la question que vous posez, désolé pour la réponse longue, mais c'est compliqué, est de savoir s'il y a de nouveaux hommes qui arrivent avec leurs mallettes, leurs lunettes noires et leurs beaux costumes, travaillant pour Trump. Et s'il y en a, et je suis sûr qu'il y en aura, s'ils seront capables de changer le système, s'ils auront le pouvoir de dire, d'accord, écoutez,
vous êtes viré. Whether they'll have the power to say, all right, look, you're fired. Trump is really good about saying you're fired, right? Okay. Whether these guys will Trump do est that, vraiment doué or pour dire « vous êtes whether they'll viré », n'est-ce pas? sabotage at every Que ces gars-là soient capables de le faire ou qu'ils soient sabotés à chaque tournant, tout comme Trump lui-même a été saboté pendant son premier mandat pendant ces 4 années. Et enfin, je rappelle simplement aux gens que lorsque Trump est arrivé, 2 choses se sont produites. Il a été élu, bien sûr, en novembre 2016. En décembre, nous, les Veteran Intelligence Professionals for Sanity, avons publié un mémorandum. La date était le 12 décembre 2016 et nous avons examiné tous ces rapports d'Obama et de tout le monde affirmant que les Russes avaient piraté les ordinateurs du DNC. Nous avions 2 anciens directeurs techniques de la National Security Agency, l'agence de décryptage et de collecte de signaux électroniques pour notre gouvernement, Bill Binney et Ed Loomis. Nous avions également un analyste senior. Bill Binney and Ed Loomis. We also had a senior analyst. They all joined Ils ont tous rejoint les Veteran Intelligence Professionals for Sanity parce qu'ils ont vu que nous essayons de découvrir la vérité. Alors que se passe-t-il? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu le fil de ma pensée ici. Nous parlons de « d'accord ». Donc ces personnes se manifestent et disent « Eh bien non, oh oui, d'accord, c'est le mémorandum du 12 décembre ». Ils disent « Regardez, non seulement nous savons comment ça fonctionne en termes d'interception ou de piratage de personnes, mais nous avons ces diapositives et nous les avons mises dans le mémo. C'est sur consortiumnews.com. Nous avons mis les diapositives. De qui? D'Edward Snowden. Diapositives authentiques, top secret, mots de code et tout ce genre de choses. Vous pouviez le faire maintenant parce que Snowden les avait emportés avec lui à Hong Kong, n'est-ce pas? Alors nous les avons mises dans le mémo et nous avons dit, regardez, s'il y avait eu un piratage, nous le saurions. Ou les autres Five Eyes le sauraient. Nous savons comment le circuit fonctionne. Nous, Bill Binney et Loomis, avons aidé à créer ces circuits. Nous savons comment cela fonctionne et nous pouvons vous dire que ce n'était pas un piratage. C'était une sorte de... Eh bien, vous savez ce qu'est une clé USB? Vous la mettez dans un ordinateur et vous copiez. Et il n'y a pas de signature sur Internet ou d'autres moyens électroniques. Vous le copiez simplement depuis l'ordinateur, vous le mettez dans votre poche et vous l'emportez là où Wikileaks l'a publié. Maintenant donc, le dernier mot à ce sujet est « Oh mon Dieu » qui avait accès à ces informations très sensibles sur Hillary Clinton et qui avait le motif de donner cette publication à quiconque, Wikileaks ou autre. Eh bien, il y avait un type. Il n'y a qu'un seul suspect. Et vous n'êtes pas autorisé à dire son nom sans être accusé d'être un théoricien du complot. Il s'appelle Seth Rich. Il a été assassiné le 10 juillet 2016, juste après que Julian Assange ait déclaré publiquement qu'il avait des emails concernant Hillary Clinton et qu'il allait publier ces emails. Il a dit cela exactement 1 mois avant que Seth Rich ne soit assassiné. Maintenant, c'est le seul suspect, mais jusqu'à présent, vous n'êtes pas en mesure de mentionner son nom. Pourrez-vous mentionner son nom maintenant? Eh bien, revenons au chef du FBI, Christopher Wray. Il y a 3 ans, il a dit à un tribunal, « Nous n'avons aucune information au FBI sur Seth Rich. » Et puis quelqu'un l'a dénoncé. D'une manière ou d'une autre, le juge a découvert, « Oh, ils en ont. » Et puis il a dit, « Oh, je suis désolé. » Nous avons des dizaines de milliers de dossiers sur Seth Rich. Nous ne pouvons pas répondre aux exigences de ce plaignant. Et le juge a dit de le faire quand même. Maintenant, pourquoi est-ce que je mentionne cela? Cela arrive à un point critique, d'accord. Le juge leur a donné jusqu'au 7 février de cette année pour fournir ces documents que Christopher Wray a menti en disant qu'il ne les avait pas et qu'il a traîné les pieds pendant 3 ans. D'accord? Le 7 février, le FBI vient de demander un délai. Pouvons-nous retarder? Nous y pensions justement. Et il semble que ce sera le 7 mars. Mais si Kash Patel est à la tête du FBI et non Christopher Wray,
alors cela pourrait être l'enfer à payer, parce que ce juge semble penser que la loi est importante. Because this judge seems to think the law is important, and he's very kind of ticked off. Et il est très énervé, je dirais, par la façon dont le FBI a d'abord menti. Ces choses sous serment, n'est-ce pas? Et puis ce type, oh, nous en avons trop, nous ne pouvons pas les trier. Et maintenant, en réponse à sa dernière décision, faites-le d'ici le 7 février. Il semble qu'ils aient demandé un nouveau délai d'un mois seulement. Alors marquez vos calendriers. Ces choses doivent être abordées. Le 7 mars, voyons ce que le nouveau directeur du FBI, et cela pourrait être Kash Patel, qui, soit dit en passant, sait où beaucoup de ses corps sont enterrés, y compris, pour ainsi dire, le corps de Seth Rich s'il est autorisé à entrer en fonction. Maintenant, j'espère que vous ne serez pas coupé de l'antenne, Glenn, pour avoir mentionné Seth Rich, mais c'est un véritable facteur ici. Personne d'autre ne le fait, et nous verrons si, par quelques stratagèmes, non seulement Tulsi Gabbard, mais aussi Kash Patel sont confirmés en plus d'être nommés. Si cela se produit, alors peut-être que ces personnes avec les mallettes, les lunettes de soleil et les costumes seront d'un autre genre. Et peut-être qu'elles seront capables de ramener le ministère de la Justice et le FBI à respecter les lois de ce pays, que des gens se sont battus pour défendre, et que nos fondateurs ont très clairement élaboré avec grand soin. Et je pense particulièrement au 4e amendement. Chaque citoyen devrait être à l'abri des perquisitions et saisies déraisonnables. Oui, non. Je pense que tout cela est extrêmement important, parce que lorsque Trump arrive, avec son style habituel, en tirant à boulet rouge, les gens ont tendance à se concentrer sur sa politique étrangère. Mais je pense qu'une grande partie de son attention sera portée sur la sphère domestique. Et la communauté du renseignement, je pense, est l'une des principales choses qu'il voudra régler. Encore une fois, je repense à 2017, lorsque Chuck Schumer a menacé le président Trump en disant que si vous essayez de vous en prendre à la communauté du renseignement, ils ont 6 façons de vous atteindre. Donc, c'est une menace très étrange à formuler, suggérant que la communauté du renseignement agit maintenant de manière indépendante. Et si le président des États-Unis veut essayer de les affronter et de les tenir responsables, alors il devrait s'attendre à être abattu. C'est assez extraordinaire. Je pense qu'il est assez déterminé à aborder cette question avant qu'il ne s'occupe de lui. Glenn, laisse-moi t'interrompre ici. C'était le 2 janvier 2017. Donc, comme notre mémo, c'était pendant cette période d'interrègne où Trump était président élu, n'est-ce pas? Et ce que Chuck Schumer a fait, c'est appeler Rachel Maddow. D'accord, Rachel, tu dois me laisser passer ce soir. J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Et comme tu l'as raconté, il a dit, tu sais, je pensais que Trump était un gars assez intelligent, mais il a fait quelque chose de vraiment, vraiment stupide. Oh, qu'est-ce que c'est, Chuck? Dit Rachel Maddow. Eh bien, il s'en est pris à la communauté du renseignement. D'accord? Et ils ont 6 façons de te rendre l'appareil, comme tu l'as dit. D'accord? Maintenant, a-t-elle dit, Chuck, suggérez-vous que la communauté du renseignement pourrait agir contre le président élu ou le président? Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, oh mon Dieu. Donc maintenant, c'était le 2 janvier. 4 jours plus tard, dans le bureau ovale, James Comey, John Brennan, James Clapper et un gars de la NSA et les grands types de la sécurité nationale ont rencontré Obama. Et le plan était le suivant. Nous allons lui montrer le mémorandum que nous avons compilé qui montre que les Russes ont interféré dans l'élection. Ils ont piraté le DNC. Et donc, Monsieur Trump, vous devez votre élection aux Russes. D'accord? Et puis ils ont approuvé cela. D'accord? Maintenant, James Comey, vous allez voir le président avec ses autres gars. Je vous dis quoi? Pourquoi ne pas lui balancer ce dossier?
Vous savez, celui qui dit qu'il s'amusait avec des prostituées dans une chambre d'hôtel à Moscou. Et j'ai dit, d'accord, nous pouvons faire ça. D'abord, nous lui parlerons du mémo, de l'évaluation de la communauté du renseignement, qui a été rédigée par une communauté du renseignement, la CIA, et examinée par le FBI et la NSA. D'accord. Quoi qu'il en soit, ils entrent là-dedans, Comey, Brennan, Clapper, d'accord, et ils disent, vous savez, Monsieur le Président, nous voulons que vous soyez au courant de cela. Je veux dire, Monsieur le Président élu, cette chose a été compilée par ces merveilleux analystes, et elle montre que les Russes vous ont aidé, et vous ont vraiment aidé lors de l'élection. Mais cela vient juste d'être publié aujourd'hui, le 6 janvier, et donc juste pour que vous le sachiez. Et puis James Comey dit, maintenant, j'ai quelque chose de vraiment sensible à aborder avec le président élu. Pourriez-vous tous, s'il vous plaît, sortir? Selon un accord préalable, ils sortent tous. Alors maintenant, Monsieur le Président, je ne sais pas comment vous dire cela, mais il y a des rumeurs calomnieuses qui circulent, et cela va être dans la presse aujourd'hui que vous auriez folâtré dans cet hôtel à Moscou avec des prostituées qui auraient uriné. Et Trump le regarde et dit quoi? Oui, Monsieur le Président élu, je suis désolé pour cela, mais cela va être dans la presse. Non seulement l'évaluation de la communauté du renseignement montrant que vous avez été aidé par les Russes pour gagner l'élection, mais maintenant ça. Juste pour que vous le sachiez, Monsieur le Président. Juste pour que vous le sachiez. Maintenant, Trump, un promoteur immobilier de New York, il ne sait pas comment les choses fonctionnent à Washington. Alors, qu'a-t-il fait? Il a dit, vous savez, c'est assez délicat, mais je vais convaincre James Comey de se rallier à ma cause. Je vais l'inviter à dîner et à déjeuner, et je vais le faire être d'accord avec moi. Pendant ce temps, Comey sape tout ce que Trump représente. Comment aurais-je réagi? Si Comey avait adopté cette approche avec moi, juste pour que tu saches, Ray, juste pour que tu saches, j'aurais dit, eh bien, Monsieur Comey, vous êtes maintenant requis par mon ordre, et je peux le faire valoir le 20 janvier quand je serai président, de sortir et de vider votre bureau FBI et de partir dans 5 jours. Parce que si vous êtes encore là quand je prendrai mes fonctions, vous serez poursuivi. Comprenez-vous cela, Monsieur Comey? Sortez d'ici. Je ne veux plus trop voir. Je veux dire, c'était tellement grossier ce qui se passait là-bas. Mais Trump a passé les mois suivants à essayer de rallier Comey à sa cause. Comey initie des enquêtes sur Trump, faisant appel aux Five Eyes. C'était tellement corrompu que Trump sait tout cela maintenant. Radcliffe aussi. Kash Patel aussi. Seront-ils encore capables de l'emporter sur tous les gars avec les mallettes, les lunettes noires et les trucs sur les gens, les trucs de chantage? Je ne sais pas. Mais le problème est maintenant posé. Et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de parler de tout cela, Glenn, car il est très rare que j'ai l'occasion d'entrer dans les détails. Et j'ai suivi cela de très près depuis plus de 10 ans. Et comme vous venez de le souligner, c'est tout aussi important que les relations étrangères avec la Russie, parce que Trump était menotté. Il ne pouvait rien faire de constructif avec la Russie. Et il a fait des choses très destructrices, comme sortir du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ce qui revient maintenant nous hanter tous. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il pourrait réparer cela. Il est maintenant dans une position où il n'aura pas à se présenter pour un autre mandat, donc nous verrons qui gagnera. Mais le problème est posé. Ça va être une vraie bagarre. Et pour autant que je sache, Kash Patel n'a pas été confirmé. Il n'y a pas eu de vote au comité judiciaire pour savoir s'il est envoyé en tant que candidat ou non au Sénat complet. Eh bien, je veux juste dire pour finir que je suis d'accord avec vous.
Je pense que Trump revient maintenant dans la deuxième administration un peu plus sage en termes de personnes en qui il peut avoir confiance dans la communauté du renseignement. Pas seulement un peu plus sage, mais il revient aussi cette fois avec des alliés beaucoup plus forts. Je pense que la dernière fois, il était souvent seul. Maintenant, il revient avec Tulsi Gabbard et les autres. Donc, de grandes choses pourraient se produire. Oui, quand cela arrivera, avec de nouvelles mises à jour, nous essaierons de vous faire revenir. Alors Ray, j'apprécie vraiment votre temps. Merci beaucoup pour vos idées, et oui, pour être allé dans les détails. Donc, merci encore. Merci Glenn Dizen de m'avoir invité. Me.